Bonjour. Et la première question qu'on avait, c'était de vous demander qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur le génocide rwandais. Merci Mika pour votre question. C'est vrai que ça peut paraître étrange qu'une jeune Française qui n'a pas de lien personnel, d'attachement donc vis-à-vis du Rwanda, hein, de se lancer comme ça dans cette quête historique autour de cet événement. Ça n'a absolument rien d'évident. Euh, pour vous répondre, je dirais qu'il y a deux choses. Je crois que dans les années 90 où j'ai été comme vous au collège et au lycée, on parlait beaucoup de la Shoah. C'était un moment où cet événement était véritablement imprimé dans les programmes scolaires et dans la mémoire collective. Et puis, peu après le génocide, hein, puisqu'en 94, j'étais encore enfant, je ne me suis pas véritablement rendu compte de ce qui se produisait, mais lorsque j'ai compris que cette éducation au cœur duquel était martelé le plus jamais ça, et bien que précisément le ça, c'est-à-dire l'entreprise d'extermination d'un groupe humain pour ce qu'il est, hein, ici les Tutsis, bien s'était reproduit. Je crois que ça a été un choc, d'abord un choc civique et politique, hein, et puis ensuite, je suis allée au Rwanda en avril 2004, une première fois dans le cadre d'un mémoire de master, sans véritablement me rendre compte de la situation. Et c'est cette rencontre au moment de la 10e commémoration du génocide avec les traces physiques, les traces psychiques du génocide, eh bien, cette commotion qui était tout à la fois affective et morale, eh bien, c'est ce choc en fait qui m'a eh bien conduite à travailler sur cet événement, sur l'histoire de cet événement, dont on parlait encore moins qu'aujourd'hui. Et voilà, c'est plutôt le Rwanda et son histoire tragique qui s'est imposé à moi que l'inverse. Donc voilà un petit peu cette histoire, la genèse de mon travail sur le Rwanda. Et puis quand j'y suis allée la première fois, après j'ai repris tout de suite un billet d'avion pour y retourner. Et depuis, voilà, j'y vais chaque année. D'accord, merci. Merci Mika. C'était pour savoir combien de temps vous aviez mis à peu près à travailler sur cet ouvrage et comment vous avez procédé sur le terrain pour recueillir l'ensemble des témoignages. Eh bien, en fait, j'ai trouvé ces cahiers un peu par hasard dans une bibliothèque qui était abritée par la Commission nationale de lutte contre le génocide, qui est au Rwanda la principale institution publique en charge de la mémoire du génocide, du soutien aux rescapés, de toutes les actions qui sont menées autour de la mémoire du génocide. Et c'est en rangeant le désordre de cette bibliothèque que j'ai trouvé sur une étagère ces petits cahiers, que je les ai rassemblés, photographiés, et ensuite je me suis lancée avec deux amis rescapés eux-mêmes dans l'entreprise de traduction qui a duré à peu près 3 mois, sans week-end, vraiment 7 jours sur 7. Afin de pouvoir revenir en France avec une traduction qui aurait été coproduite entre mes collaborateurs qui étaient eux parfaitement kinyarwandophones et moi, ma petite connaissance du Kinyarwanda. Voilà, c'est une coproduction de traduction et c'est comme ça qu'on a procédé. Donc en étant sur place au Rwanda, mais ces textes, ils avaient été écrits bien avant. Ils ont été écrits en 2006. Ils avaient probablement pas trouvé de fonds nécessaires pour leur publication en Kinyarwanda, et donc ils étaient passés d'un fonds d'archives à un autre, et ils reposent aujourd'hui toujours sur les étagères de la Commission nationale de lutte contre le génocide. Oui, bonjour madame, vous disiez que les cahiers avaient été traduits, et donc on avait une question concernant justement la traduction. Quels ont été les problèmes posés par la traduction? Oui, c'est une question très très importante puisque vous le savez, donc ces textes ont été rédigés en Kinyarwanda. C'est la langue nationale du Rwanda. Je dirais que le Rwanda n'est ni anglophone ni francophone, il est avant tout kinyarwandophone. Donc ces enfants, ces jeunes rescapés
ont été alphabétisés en Kinyarwanda, donc ils savent l'écrire. Alors, ça a été un long processus très laborieux de co-traduction, je l'ai dit, avec 2 amis qui étaient eux aussi rescapés. C'était très important qu'il y ait cette familiarité avec l'histoire du génocide, parce qu'il y a une singularité de la langue du génocide, il y a une singularité de la toponymie aussi, voilà. Et donc beaucoup de questions se sont posées, en particulier pour la traduction de certains termes qui sont restés en Kinyarwanda dans le texte. Je pense par exemple au terme qui revient souvent, qui est induru. Induru, c'est les clameurs, mais en français, le mot est trop faible. Et induru, ça fait partie maintenant du vocabulaire lié irrémédiablement à l'expérience du génocide, par exemple. Et puis se poser la question de la traduction d'un certain nombre de termes de botanique ou bien liés à des paysages particuliers. Par exemple, donc ces enfants sont originaires de l'Est du pays, les mines. Donc il y a tout un vocabulaire très singulier, un champ lexical lié aux mines. Et donc voilà, c'est pareil pour tout ce qui entoure les bananeraies, le sorgho. Donc voilà, ça a été des difficultés, on va dire, linguistiques classiques. Mais une autre difficulté qui s'est posée à nous lors des traductions, c'est que ces textes, vous le savez, sont très durs, très violents, et que il n'était pas question pour moi qu'ils fassent trop violence aux amis qui m'aidaient à traduire, qui étaient eux-mêmes rescapés. Donc, par exemple, pendant la semaine de deuil au mois d'avril, on a suspendu le travail de traduction parce qu'il aurait été trop dur pour eux de lire ces textes pendant cette période. Et ça a été parfois très difficile de traduire, par exemple, tous les termes qui renvoient aux violences sexuelles. Et il a fallu être très précis sur la manière dont celle-ci était désignée. Donc voilà, il y a à la fois des questions, on va dire, de technique linguistique, mais qui se posent de manière générale lorsqu'on traduit une langue étrangère, et puis une charge, si vous voulez, de violence qui, là, est plus spécifique à la traduction de ces textes. Voilà, et surtout, je voulais protéger au moins à minima les personnes qui travaillent avec moi, qui étaient elles-mêmes des survivants du génocide. Nous, c'est une question sur l'actualité plus. C'est qu'est-ce que vous avez pensé de la commission Duclerc et du discours d'Emmanuel Macron? Merci. Je suis pas du tout spécialiste de la relation franco-rwandaise. Mon travail s'inscrit vraiment dans la description, la compréhension du génocide lui-même. Néanmoins, vous vous doutez certainement que j'ai suivi cette actualité avec beaucoup d'attention. Écoutez, ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis le 26 mars, le jour où le rapport Duclerc a été rendu public, et puis jusqu'à la dernière séquence de cette actualité le 27 mai dernier, c'est très important. C'est très important qu'une vérité qui était connue depuis 1994, le rapport Duclerc ne révolutionne pas le savoir qui avait été accumulé par des sources publiques, par des témoignages et un certain nombre de travaux d'autres commissions préalables, y compris rwandaises et françaises. Mais le fait qu'il ait été reçu de manière officielle a déjà été a permis d'habiliter ce savoir et de le démarginaliser en quelque sorte. Et le discours d'Emmanuel Macron le 27 mai dernier, donc il y a quelques jours, permet, je crois, pour une fois, c'est le premier président de la République française qui a posé ces mots sur la réalité du génocide. Nicolas Sarkozy était allé à Kigali en février 2010. Il ne s'était pas exprimé depuis le mémorial de Gisozi, mais il avait tout de même ouvert une brèche pour le rapprochement des deux pays qui ne pouvait se faire que sur la base d'une reconnaissance de la vérité historique. Alors ce travail historique, il s'ouvre, et il y a encore beaucoup de travaux qui doivent être menés sur cet événement majeur de la fin du XXe siècle pour le comprendre
parce que vous avez sans doute eu des réactions de perplexité en lisant le livre, en vous demandant comment cela a-t-il été possible. Et c'est à cette question que les historiens devront répondre dans les années à venir. Et je crois que ce travail historique, il pourra désormais se développer, se déployer dans un environnement diplomatique et politique apaisé. Et ça, c'est véritablement un très grand changement par rapport aux années précédentes. Très bien. Alors, j'avais une question. C'était par rapport à la dimension que vous avez voulu donner à votre livre. Est-ce que vous le voyez plus comme un livre véritablement de mémoire ou un livre d'histoire? Les deux. Je vous répondrai les deux parce que c'est un livre d'histoire. Très clairement, je considère que ces cahiers, ce que les orphelins et les orphelines ont écrit à cette période, a une valeur historique indéniable pour comprendre à la fois les discriminations dont ils ont fait l'objet, la violence dont ils ont été les victimes avant le génocide, l'expérience du génocide même, qui, elle, n'a pas de fin. On voit bien comment toute la dernière partie sur la vie des orphelins après le génocide est inextricablement liée à l'expérience qu'ils ont subie pendant le génocide. Donc, je crois que l'histoire des survivants et l'histoire par la voix des survivants fait œuvre d'histoire, de connaissance historique. Ça me paraît très important de le dire. Parce que souvent, les récits des rescapés sont renvoyés plutôt dans les deux registres de la déploration compassionnelle, mais rarement pris au sérieux comme source d'histoire. Donc ça, c'était véritablement un des premiers enjeux du livre. Ensuite, ces textes, ces cahiers sont pour les orphelins, donc les acteurs sociaux sur lesquels je travaille, des linceuls de papier. Parce que la plupart d'entre eux, d'ailleurs, ont pris un soin patient à noter le nom de leur famille disparue, souvent avec les dates de naissance ou avec une annotation sur les relations qu'ils pouvaient entretenir. Et donc cette dimension mémorielle, presque de deuil, elle me paraît aussi importante. Et je ne voulais pas l'ôter à ces cahiers qui ont aussi cette valeur-là pour eux. En revanche, vous l'avez remarqué, tous les textes sont anonymisés. Alors peut-être que en retournant au Rwanda et en les rencontrant et en obtenant ou non leur consentement, on va négocier les questions d'anonymat. Ces textes pourront un jour être publiés in extenso. Voilà, pour que ces linceuls de papier vivent dans une autre langue.